vous introduire nos deux invités aujourd'hui. Nicolas présentera l'initiative sur Namur et ensuite René sur l'Université du Québec à Montréal et plus largement sur les dynamiques de transition à Montréal. Ensuite, on aura un temps d'échange en questions-réponses. On a environ une demi-heure pour échanger. Comme Nicolas devra partir à 1 heure, on propose que si vous avez des questions au moment de la présentation, vous interveniez pour les poser. On va essayer de modérer, Hubert et moi, peut-être Colline, pour pouvoir pour ne pas en laisser échapper. Donc Nicolas Dundonker est professeur de géographie à l'université de Namur. René Audette est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'Université du Québec à Montréal. Il a la chaire sur la transition écologique. Et en fait, il est partenaire du campus de la transition. Voilà, Nicolas, je te passe la parole Merci pour beaucoup. environ 15-20 minutes. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais mettre en mode diapo. J'imagine que vous voyez maintenant uniquement ma dia en plein écran. En tout cas, je l'espère. Merci d'abord Charlotte pour l'invitation. Merci aussi pour la flexibilité. Je suis malheureusement en examen oral toute la journée, donc c'est pour ça que j'ai demandé à décaler à 12h30. Donc n'hésitez pas effectivement si vous avez des questions durant la présentation. Je suis pas certain de ce sur quoi vous avez envie que je mette l'accent. Donc il y a des choses sur lesquelles je peux aller plus vite, des choses sur lesquelles je peux m'attarder en fonction de vos réactions. Donc campus de la transition pour l'université de Namur. Donc vous voyez que c'est pas sur la dia, mais c'est important de le dire. Et c'est pas non plus le projet de campus durable qui est déjà en train d'avoir lieu ou qui consiste essentiellement en une transformation des bâtiments et de l'espace de travail sur le campus dans la ville de Namur. Donc ici, on parle de créer un nouveau campus sur le site d'Augimont. Alors Augimont, on est à 17 km du centre-ville, de l'endroit où je me trouve actuellement. Vous voyez qu'il y a un petit point rouge sur la carte, gîte du domaine d'Augimont, donc sur la commune de Folletombe, dans un espace qu'on peut qualifier de campagne périurbaine. Cet espace, c'est donc un domaine qui appartient à l'université de Namur, qui fait un petit peu moins de 400 hectares. Donc on part d'un espace qui est très vaste, avec déjà toute une série d'éléments sur place qui sont intéressants et qui sont sous-valorisés. Alors je sais que c'est enregistré et je risque de dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes, mais ce n'est pas forcément un problème. Ça dépend qui écoute mon enregistrement. Et donc, au niveau du bâti, il y a pas mal de choses. Il y a notamment un gîte qui peut accueillir 72 personnes qui, malheureusement, est essentiellement actuellement valorisé par des scouts et non pas pour des activités liées à l'université, même si on a l'occasion de l'utiliser de temps en temps, et notamment moi avec mes étudiants en géographie. Il y a également une villa qui est assez belle. Il y a des serres, il y a un potager. Il y a des annexes à cette villa qui nécessitent une rénovation mais qui pourraient être utilisées. Il y a un observatoire du paysage, c'est-à-dire qu'il y a différentes maquettes explicatives des paysages locaux et un itinéraire d'observation des paysages dans les bois, puisque je passe maintenant au non bâti. Il y a de nombreux bois, voire forêts, plusieurs centaines d'hectares, qui sont déjà gérés en Prosilva. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une manière la plus proche possible en fait de la nature de gérer, de faire de la sylviculture. Et il y a également un verger aux tiges assez rare. Il y en avait beaucoup dans la région avant, maintenant c'est devenu assez rare malheureusement, qui est en bio, donc qui produit du jus de pomme en bio avec des variétés anciennes et de temps en temps des moutons qui vont aussi s'installer en dessous puisqu'il y a également un centre de recherche ovine où le département de médecine vétérinaire développe ses activités. Donc en fait, il y a un ensemble de pratiques qui vont déjà
dans la bonne direction, qui font déjà partie d'une transition, mais qui sont trop peu à la fois mises en avant et entre lesquelles il pourrait y avoir de nombreuses synergies qui n'existent pas actuellement. Donc la raison d'être, ben ça, je suppose que c'est un petit peu la même chose Nicolas, partout, c'est l'urgence. Ouais, Nicolas, on a un petit bug sur la projection, on est toujours sur la première page de... C'est toujours cette image avec le déroulé sur la gauche, ok. avec faisons comme ça. Comme ça alors. Donc vous allez voir mes notes, mais c'est pas grave. Euh, donc oui, l'urgence socio-environnementale, donc nécessité. Donc c'est pas juste transition écologique, je préfère parler de transition socio-écologique pour en ce qui me concerne. Et donc les voix des jeunes, des étudiants qui sont pas entendus, hein, on connaissait les mouvements pour le climat, vous êtes sans doute au courant aussi de toutes les manifestations entre guillemets qu'il y a eu, notamment à AgroParisTech, qui a fait des bébés un petit peu partout, que ce soit en France, mais également jusqu'à Agrobiotech chez nous, avec, suite à ces mouvements d'humeur, des réformes de programmes plus ou moins approfondies dans les programmes de cours. Il y a donc la nécessité de développer d'autres formes d'enseignement avec l'idée d'un apprentissage tête-corps-cœur, donc également avec les émotions et avec les pratiques, mais aussi en termes de recherche, puisque je pense qu'on peut le dire, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de recherches qui ne font plus forcément sens. Il y en a d'autres qui font sens et qui gagneraient à être développées. Je parle notamment de recherche-action et de recherche-action participative en particulier. On est dans un lieu qui est un lieu vraiment très très chouette et qui a aussi la particularité d'être au sein d'un territoire qui est déjà un territoire en transition, dans le sens où il y a beaucoup d'initiatives locales dans la commune de Gèves et dans les communes environnantes. Il y a aussi des VIP qui habitent ces communes-là, puisqu'on retrouve notamment 2 des 3 auteurs de tous les ouvrages en collapsologie, donc Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, et pas mal de sociologues, anthropologues, notamment Corentin Eke, dont je vais vous parler dans une minute, qui travaille avec moi sur le projet, et qui ont déjà des très très chouettes projets sur le territoire. Alors, il y a une partie de la présentation qui est un petit peu plus du marketing, puisque c'était à la base à destination de l'Université de Namur. On est complètement en phase avec le discours du conseil rectoral et on considère que ça peut être une vitrine pour l'université, pour l'institut transition. Alors, cette dia-là, je vais passer, puisque c'est vraiment pour l'université. Peut-être juste le 5e bullet, donc qui est en rouge ici. On a envie de s'inscrire dans une dynamique internationale des universités en transition et des campus de la transition. Peut-être ce qui est plus intéressant, d'après ce que j'ai compris pour vous, c'est comment est-ce que le projet a émergé, comment est-ce qu'il évolue. Alors, ça a commencé il y a déjà presque 5 ans maintenant. En 2019 avec un groupe de travail constitué d'une dizaine de personnes à l'initiative de Sophie Béraud qui m'a contacté rapidement et je sais plus, en fait j'ai essayé de me rappeler pourquoi, mais Corentin Eke s'est rapidement joint à nous et on a formé un espèce de trio en termes de travail et qui inclut donc à la fois des scientifiques, 2 académiques et déjà dès le début de nombreux acteurs du territoire désireux, volontaires d'avoir ce campus qui se crée sur leur territoire, notamment sur le commune, puisqu'on avait même 2 élus politiques de la commune de Gèves qui faisaient partie du groupe de travail. Suite à ces quelques réunions que nous avons eues sur place, on a co-rédigé une note à 3 qu'on a déposée au vice-rectorat du développement durable en 2019, qui est restée sur des tables pendant longtemps, on ne sait pas très bien lesquelles, ni combien de temps, mais en tout cas ça n'a pas bougé. Et on a profité du changement de rectorat pour réactiver la chose plus récemment, donc il y a 1 an et demi environ. C'est important qu'on ait un feu vert institutionnel, parce que si on n'a pas de feu vert institutionnel, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire. Les inspirations, elles sont diverses. C'est à la fois le mouvement de la transition, c'est-à-dire des villes en transition, donc à la Rob Hopkins, le Schumacher College, plus pour Sophie. En ce qui me concerne, c'est un écolieu vraiment très très intéressant en France qui s'appelle Terra,
Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le site terra.coop parce que, à mon sens, c'est peut-être le projet qui envisage la transition de la manière la plus systémique dans tout ce que j'ai vu. Et puis, il y a aussi le campus de la transition, le avec un grand L, campus de la transition à Forges, donc près de Paris, qui a la particularité aussi d'être une initiative jésuite. Et l'université de Namur est une université jésuite également, donc il y a des liens à faire évidemment ici. Avec, vous voyez donc ici Cécile Renoir, présidente du campus de la transition. Vous connaissez peut-être leur bouquin, notamment il y a d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Les campus de la transition, qui a été rédigé par eux. Ils travaillent beaucoup sur la question des communs, avec une série de conférences sur le sujet. Gaël Giraud, c'est pas anodin, il fait aussi partie des initiateurs, des fondateurs de ce campus à Forges, qui est un économiste qui est docteur honoris causa de l'université de Namur, donc encore ici un lien à faire. Donc les objectifs du campus, c'est la création d'un tiers-lieu, ou en tout cas d'un lieu d'émergence qui est ancré dans un territoire, d'y développer des activités d'enseignement et de recherche directement connectées au territoire du campus et donc aussi au service de ses habitants. Avec pour le campus, on aimerait que ce soit une gouvernance horizontale. Ça c'est compliqué, justement, parler des difficultés et des processus de co-construction et renforcer les liens ville-campagne. On a déjà identifié un certain nombre de projets, de thématiques qui sont possibles, qu'on aimerait développer. Par exemple, une recherche-action qui évaluerait l'impact d'un revenu de transition qui serait attribué en monnaie locale, monnaie citoyenne locale, sur la résilience des populations fragilisées en milieu rural. Donc on a déjà écrit un projet de doctorat en fait sur le sujet. Une recherche sur le zéro déchet, qui est là plus loin de mes thématiques, une recherche très proche de mes thématiques qui en réalité existe déjà. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à la création de nouvelles filières alimentaires relocalisées sur le territoire, donc des recherches-actions en partenariat. J'ai plusieurs doctorants aussi qui travaillent sur le sujet, et doctorantes. Un projet sur le comment vieillir en ruralité au sein de l'Anthropocène et enfin toute une série de choses qui sont évidemment à co-construire, donc on n'a pas non plus quelque chose de figé là-dessus. Donc là, en fait, c'est la situation à laquelle on était il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, en fait, avant que je ne parte pour un an en mission scientifique à Grenoble, en France. Et donc on avait écrit, semé l'Ovis Rectorat Développement Durable, qui expliquait qu'on a rencontré toute une série de personnes au sein de l'université pour parler du projet et obtenu le soutien formel d'un certain nombre d'académiques et de membres du personnel scientifique. Et on a aussi fait un travail d'identification de minimum 120 membres du personnel, soit à peu près 1 millier, qui auraient un intérêt direct au projet. Il y a aussi toute une série d'actions qui ont déjà été réalisées, notamment un semis avec des citoyens d'une collection de 32 variétés de céréales au sein du domaine, dans le cadre d'un projet au cœur du pain, donc avec un développement d'une nouvelle filière blé panifiable. Des capsules vidéo, là c'est marqué début du tournage, mais c'est terminé, pour retracer l'histoire du domaine d'Augimont et de son mode de gestion par l'ancien gestionnaire. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a en fait un soutien assez formel d'un ensemble de mécènes qui sont prêts à mettre de l'argent, parfois beaucoup d'argent, pour soutenir le projet. Maintenant, ils sont prêts à donner l'argent, mais l'institution, l'Université de Namur, n'est pas encore prête à le recevoir. Donc là, il y a aussi un blocage. Que dire d'autre? Qu'on avait planifié toute une série d'actions pour l'année passée, mais qui n'ont pas eu lieu, puisque malheureusement, ça ne bouge toujours pas au niveau du vice-rectorat. Et donc, il y a des tas de choses qu'on aimerait mettre en place, mais pour lesquelles on a besoin du feu vert des autorités pour aller plus loin, puisque ça nécessite certains investissements. On est même jusqu'à aller à rédiger un plan d'action très très détaillé. Donc ici c'est juste un petit extrait du plan d'action, je vous passe les détails, mais pour vous montrer en fait qu'il y a un gap
très grand entre la volonté des acteurs de terrain, que ce soit les académiques, le personnel scientifique et technique de l'université, mais aussi les acteurs du territoire, de s'engager dans cette démarche, et ça freine du côté des autorités. Donc il y a un mismatch entre les deux. Voilà, je vais m'arrêter ici pour avoir éventuellement le temps de répondre à l'une ou l'autre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps entre les examens d'intervenir. Et donc, à une prochaine. À tout bientôt. Bonne journée. Nous allons passer à la présentation de René Audette de l'Université du Québec à Montréal. Un merci particulier à René qui a accepté de se lever très très tôt pour être avec nous à distance. René, la parole est à toi. Bonjour. Alors, en fait, ça me fait bien plaisir, moi, d'être avec vous ce matin. J'ai un certain historique aussi avec la Belgique et Bruxelles en particulier. J'ai fait un postdoc à l'ULB en 2009-2010 où j'ai rencontré Colline Ruet qui a fait le contact avec moi pour cette présentation. Alors, bonjour Colline. Voilà, donc je suis sociologue de l'environnement, professeur à l'UQAM. Et titulaire d'une chaire de recherche qui s'appelle la chaire de recherche sur la transition écologique, qui a une mission de plutôt, je dirais, de recherche-action participative, un terme qui a déjà été mentionné un peu plus tôt. Nous faisons des travaux surtout sur les initiatives citoyennes qui émergent et qui se réclament de la transition écologique à Montréal. Alors, c'est pas toujours... Je ne sais pas si vous connaissez sans doute le modèle des initiatives de transition, le livre de Rob Hopkins, qui a quand même un certain rôle à jouer dans l'arrivée du concept de transition dans les mouvements citoyens, les mouvements sociaux. Je dirais qu'il y a une certaine inspiration de ça dans ce qui se passe à Montréal, mais peut-être moins qu'en Europe. Ceci dit, ça ressemble beaucoup. On parle d'expérimentation de transition, de projets citoyens, etc. Et de plus en plus, ces groupes locaux dans les quartiers montréalais, ailleurs au Québec, vont donc utiliser le terme transition écologique pour s'identifier, un peu identifier leurs projets. Et si on parle d'un campus de la transition écologique à Montréal maintenant, c'est notamment parce nous semblons arriver à une étape où les organisations intermédiaires, des organisations qui vont rassembler des organisations locales qui vont permettre le partage de savoir, d'expériences, etc., commencent à émerger. Je vais vous en nommer d'autres aussi tout à l'heure. Donc, c'est ça, on pourrait dire que l'écosystème de la transition écologique à Montréal est vraiment en train de se structurer d'une manière un petit peu plus avancée qu'il y a quelques années. D'abord, je dois dire aussi que je suis pas un porte-parole du campus de la transition. Le campus de la transition n'est pas un organisme universitaire. C'est un organisme indépendant qui a la forme d'un OBNL, donc organisme à but non lucratif, qui est peut-être l'équivalent des associations, en tout cas, je pense en France. Alors, c'est un organisme indépendant qui s'est implanté au parc Jean-Drapeau. Alors là, je dois aussi vous parler du parc Jean-Drapeau. Il y a une association importante entre le campus et le parc Jean-Drapeau. Le parc Jean-Drapeau, c'est le parc, c'est un assez grand parc, plusieurs hectares, je ne sais pas exactement. C'est un parc qui est installé sur les îles du Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à Montréal. Il y a un pont, là, le pont Jacques-Cartier. Et juste en plein milieu du fleuve, il y a deux grandes îles, l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène, qui constituent le parc Jean-Drapeau. Donc, c'est un parc de la ville de Montréal et qui est, on va dire, gouverné par une instance de la ville de Montréal, qui est la Société du parc Jean-Drapeau. Donc, c'est le statut de société lui donne un statut un peu particulier parmi les autres organismes municipaux, mais ça demeure, parce qu'il a un CA indépendant, en fait, c'est la principale différence, mais ça demeure un organisme de la ville de Montréal. Alors, le campus de la transition est installé sur le parc Jean-Drapeau et c'est un peu, finalement, une alliance entre le parc et cet OBNL, qui a été créé vers les années 2018-2019 aussi, d'ailleurs, comme le dernier exemple qu'on vient de voir. Le
disons, le mandat au départ du campus, c'était, il y avait un peu un double mandat qui était d'occuper et donner vie d'une certaine façon aux bâtiments qui sont installés sur le parc Jean-Drapeau et sur les installations de manière générale. Le parc Jean-Drapeau, c'est le lieu de l'exposition universelle de 1967 qui a été un événement culturel quand même, je dirais, transformateur pour le Québec en 1967, pendant la Révolution tranquille. C'est la génération des baby boomers qui était à la fin de l'adolescence, début de la vie adulte. Alors, ça a eu un impact important dans le contexte de mai 68, etc. Donc, c'est un peu un réveil culturel. Alors, dans l'imaginaire, je dirais que le parc Jean-Drapeau est souvent relié à cette Expo 67, mais aussi aux Olympiques de 1976. Donc, les îles ont été en grande partie artificialisées parce qu'il y a eu des grands travaux pour la construction du stade olympique. On a construit un tunnel aussi autoroutier plus à l'est et les remblais ont donc été utilisés pour agrandir les îles, créer des canaux, etc. Donc, c'est une île qui est très... Ce sont des îles qui sont très anthropisées, si on veut, qui portent aussi un certain patrimoine plus ancien. Là, c'est des petites montagnes, c'était de petites collines, si on veut, au centre du fleuve à cet endroit, qui ont été agrandies, mais qui ont accueilli des activités militaires et culturelles même. Il y a eu un théâtre dans les années, je pense, début du 20e siècle, qui a été assez connu, mais des activités militaires aussi pour la défense de Montréal lors des invasions américaines, donc au 19e siècle. Alors, il y a eu plusieurs usages et c'est comme si ce parc avait été délaissé dans peut-être les dernières décennies, un peu oublié. Il y a une station de métro qui permet d'y accéder, mais il est quand même relativement peu fréquenté. À l'exception d'événements, je vais dire culturels, mais en fait des grands concerts pop là, ou rock ou des choses qui dérangent le voisinage habituellement, qui sont un peu délocalisées vers les îles. Donc, il y a eu la construction d'une espèce d'amphithéâtre en plein air récemment. Ça accueille aussi le Grand Prix de Montréal. Alors, il y a vraiment plusieurs usages, mais il y a aussi plusieurs bâtiments qui ont été délaissés, des bâtiments qui ont été construits surtout pour l'Expo 67. Je vous montrerai quelques images un peu plus tard dans la présentation. Et donc, il y avait un enjeu là d'occuper ces bâtiments parce qu'il y a de l'argent pour les rénover tout d'un coup qui est arrivé. Et aussi un enjeu d'animation de la vie, si on veut, culturelle, scientifique, donc de la vie sociale même sur le lieu du parc, parce que c'est un parc important qui est un peu délaissé, comme je l'ai déjà mentionné. Alors, le campus a été créé dans un moment où le parc avait mandaté des consultants pour trouver des idées là, de projets pour faire l'animation du parc Jean-Drapeau. Et le campus de la transition écologique a été le projet retenu. Bien que ce n'est pas un projet du parc Jean-Drapeau, il y a une OBNL qui a été créée en parallèle et puis là, le parc participe au conseil d'administration du campus, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Alors, voilà, je serais peut-être même rendu à vous montrer quelques images si mon partage d'écran se déroule bien. Tout à l'heure, j'ai réussi. Ça peut prendre un peu de temps, je pense, pour que ça... En fait, Pascal Grenier, qui est directeur général du campus, m'a généreusement transféré la présentation qu'il donne quand il fait des présentations sur le parc. Et je vais peut-être vous montrer 3-4 slides, pas sur le parc, mais sur le campus. Je vais vous montrer 3-4 slides pour vous donner un peu une idée. Mais c'est souvent des paysages un peu infographiés comme ça. Alors, ce que vous voyez là, ce sont deux icônes un peu du parc Jean-Drapeau, là, la maison Hélène de Champlain, qui est un bâtiment patrimonial
qui a l'air très bien comme ça, mais à l'intérieur, en ce moment, c'est un peu délabré et les rénovations devraient commencer bientôt. Ça a été un restaurant, ça a été plusieurs choses dans l'histoire et l'occupation de ce bâtiment-là est un enjeu actuellement et des activités liées à la transition écologique ont depuis l'émergence du campus ont été envisagées pour ce bâtiment. Vous voyez aussi derrière la biosphère, qui était le pavillon des États-Unis lors de l'exposition universelle en 1967. Alors, c'est ce type d'installation. Il y a des bâtiments plus petits. Ils ont toujours un petit look, des fois, on a des pavillons qui ressemblent à des bâtiments asiatiques ou provenant d'autres régions du monde. Alors, ça a un certain intérêt patrimonial, mais souvent, ce sont des bâtiments qui ne sont pas hivernés non plus. Alors, de leur trouver un usage, c'est pas toujours évident. On pense beaucoup à l'agriculture urbaine. Il y a beaucoup de projets d'agriculture urbaine qui ont lieu maintenant sur le campus, sur le site du parc, mais disons organisés par le campus et qui mettent à profit là, ces différents bâtiments. Donc, voilà, vous voyez sûrement les notes de mon collègue Pascal, mais bon. Et une autre photo qui montre le fort de l'île Sainte-Hélène. Je vous parlais d'un passé militaire. Alors, il y a eu un fort anglais qui a été transformé en musée, c'est devenu le musée McCord, je pense, qui maintenant est fermé. Et les locaux sont prêtés pour le campus de la transition. Alors, c'est à cet endroit où on se réunit pour les journées les journées d'activité. Beaucoup d'organisations montréalaises qui travaillent avec le campus ou qui sont des organisations liées à la transition écologique vont utiliser ces locaux pour organiser différents types d'activités. C'est le cas même de l'UQAM qui utilise ces locaux. Moi, j'ai donné des cours, on a amené nos étudiants pour donner des cours au campus de la transition. Donc, je vous expliquerai un peu plus le lien entre l'université et le campus bientôt. Peut-être juste lire un peu cette mission donc qui est affichée. Le campus donc rassemble des communautés de citoyens, de chercheurs, d'artistes, de praticiens qui créent et partagent de nouveaux modes de vie. C'est un carrefour, un territoire d'expérimentation qui tente de faire vivre la transition écologique par des approches novatrices, des alliances générées à partir des espaces bâtis et naturels, donc de nouveaux savoirs, de nouvelles solutions. Alors, c'est vraiment dans un esprit d'expérimentation de la transition écologique que ça a été créé. Un esprit aussi disons, de reconnaître les savoirs qui ont émergé des expérimentations locales un petit peu partout à Montréal pour essayer de partager tout ça et puis voilà, d'apprendre en fait et un peu si on veut, de sédimenter les apprentissages qu'on a fait dans ces expérimentations. Des principes généraux liés au campus, je voulais surtout en venir à ces trois, évidemment, relation entre le vivant et l'humain, le respect des limites planétaires et puis la remise en question des modes de vie actuels. Je pense que c'est des thèmes qui sont quand même assez généralisés là, dans les initiatives de transition un petit peu partout. Il y a des axes, là, vous voyez, sur les savoirs, sur les solutions et sur les imaginaires. On est parfois dans la création de récits de la transition, parfois dans des initiatives beaucoup plus pratiques peut-être, ou par exemple le jardinage urbain ou l'agriculture urbaine. J'aurai d'autres exemples à vous donner. Et une réflexion très générale aussi sur les savoirs. Donc, quelles sont les connaissances nécessaires pour la transition écologique? Ça aussi, j'aimerais peut-être conclure ma présentation en revenant là-dessus. Je vais tout de suite vous montrer une autre image sur laquelle je reviendrai après avoir un peu plus loin, mais après avoir départagé cette présentation. C'est la boussole de la transition parce que c'est un projet que la chaire sur la transition écologique a mené en collaboration avec le campus. Et l'idée, c'était d'essayer d'aider les organisations montréalaises intéressées par la transition écologique à se positionner par rapport à la transition écologique. Parce que le concept de transition, c'est un concept qui, disons, fait l'objet, on pourrait dire, d'une sorte
je dirais pas de controverse, mais on peut dire que c'est un concept contesté. On peut dire que c'est un concept qui est défini de différentes façons selon les acteurs. Je vous parle depuis tout à l'heure d'initiatives de transition, d'expérimentation de transition dans les quartiers. Donc, il y a cette vision d'une transition écologique qui viendrait du bas, qui viendrait de la société, de nouveaux modes d'organisation de la vie sociale, de l'économie aussi à travers les communs, à travers les monnaies locales et différents types de projets comme ça. Mais on voit aussi des discours de la transition qui sont beaucoup plus technocentrés, beaucoup plus souvent qui proviennent plutôt des gouvernements, donc économie verte, carboneutralité, etc. Au Québec, aujourd'hui, faire la transition écologique, ça veut dire construire des usines de batteries. Alors, c'est pas tout à fait la même version de la transition que ce que les citoyens nous disent ou les groupes citoyens nous disent quand ils travaillent sur l'aménagement ou la transformation de leur milieu de vie. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé cet outil. Alors, on a analysé 4 documents importants sur la transition écologique là, qui ont été produits par différents acteurs, incluant le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, les mouvements locaux, même, je dirais, une alliance là, pour la transition énergétique qui regroupe des acteurs syndicaux, des acteurs du mouvement écologiste, etc. Donc, on a un peu déconstruit ces discours pour trouver quelles sont les polarités qui peuvent disons, se manifester dans le discours. Alors là, ici, il y en a 10. Ben, il y a 5, en fait, 5 axes qui portent chacun 2 polarités. Alors, est-ce que le discours, il est plutôt conciliant ou critique par rapport au mode de vie actuel? Est-ce qu'on va centrer l'idée de transition plutôt sur les milieux de vie ou plutôt sur une échelle plus large qui serait celle du Québec ou même éventuellement du Canada? Est-ce que ce sont des discours plus anthropocentrés, écocentrés, technocentrés ou sociocentrés? Est-ce qu'on pense les transformations sur la base des technologies, des politiques économiques ou industrielles, ou bien plutôt les transformations sont conçues comme disons, un processus de transformation sociale où on repense les relations sociales, l'économie locale, etc. Est-ce que c'est une transition qui vise les émissions de GES particulièrement, la carboneutralité par exemple, ou plutôt les enjeux de justice sociale? Alors bien sûr, aucun de ces discours est complètement d'un côté ou de l'autre. Puis c'est pour ça qu'on a fait ce schéma en toile d'araignée là, pour montrer comment on peut utiliser cette grille pour décoder un peu les discours de la transition qui existent chez nous. On a aussi testé ça avec une vingtaine d'organisations de la société civile qui sont aussi des partenaires du campus de la transition. C'était en fait une demande du campus de la transition écologique quand je vous disais qu'un des axes est sur les savoirs. C'est ce genre d'activités là qui ont lieu. Et puis, donc, on a travaillé avec une vingtaine d'organisations pour tester cette grille, la modifier, l'améliorer. Et ça permet aux organisations de se positionner sur la transition écologique d'une manière peut-être plus réflexive. Et éventuellement, cet outil, là, on a fait ça avec, vous voyez, je suis deuxième auteur sur ce papier, Ali Ramdani, qui est un postdoc que j'ai supervisé à la chaire de recherche sur la transition. Et Ali, en ce moment, a reçu d'autres bourses pour aller un peu plus loin dans ce projet. Et on va le mettre, on va un peu l'informatiser, si on veut, avec des questionnaires, avec donc différentes façons d'interroger les gens ou les organisations. Donc, ça sera aussi adressé aux individus pour voir comment les gens ou les organisations se positionnent sur la transition écologique à partir d'un questionnaire assez détaillé là, qui nous permettra de générer automatiquement cette toile d'araignée avec des couleurs, etc., pour montrer graphiquement donc comment un discours ou un plan stratégique sur la transition ou d'autres documents comme ça peuvent se positionner. Alors, je vais sortir du partage d'écran pour continuer avec mes notes. Donc, vous avez vu un petit peu ce que le campus fait. Il accueille des projets locaux aussi. Je vais vous parler un petit peu de pourquoi, là, il y a des fois, il y a
une confusion entre le statut de campus de la transition, parce que évidemment campus, c'est un terme qu'on associe aux universités ou aux institutions d'enseignement. Alors, moi, j'ai été consulté au départ, là, avant que le projet existe, sur qu'est-ce qu'on devrait faire au parc Jean-Drapeau, et il y avait cette idée de campus qui était là. Je trouvais ça intéressant, mais le danger, c'était qu'on ne distingue pas, dans le fond, l'identité du campus comme organisation indépendante par rapport aux universités environnantes et surtout l'UQAM, qui est à une station de métro là, du parc Jean-Drapeau. Puis effectivement, on a tendance à penser que le campus de la transition est une initiative de l'UQAM. Ce qui est arrivé aussi, c'est que l'UQAM s'est organisé. Le campus avait l'intention de travailler avec les universitaires dans l'idée justement de travailler sur les savoirs, sur les imaginaires, et même sur les solutions pratiques. L'approche des expérimentations de transition, je ne sais pas si vous connaissez, ça vient beaucoup des Pays-Bas d'ailleurs, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre si on veut. L'approche des expérimentations de transition, moi, après mon séjour à l'ULB, je l'ai beaucoup utilisé au Québec avec les projets citoyens. Et là, il y avait disons que ça s'est un petit peu répandu comme pratique, l'idée d'expérimenter dans les milieux de vie, dans les communautés, sur la transition. Et puis, ben voilà, donc il y a eu une sorte d'alliance un peu naturelle entre la chaire de recherche sur la transition écologique et le campus. L'UQAM s'est organisé. L'UQAM a créé le pôle sur la ville résiliente qui regroupe au moins une trentaine de chercheurs de l'UQAM qui travaillent sur des enjeux urbains, etc. Et rapidement, ce pôle et le campus ont développé une demande de stage auprès d'un organisme subventionnaire. Je vous passe les détails. Mais donc, on a obtenu une trentaine de stages, donc des bourses pour faire des stages qui ont lieu au campus de la transition écologique. Alors, c'est un projet UQAM Campus qui peut donner l'impression maintenant que le campus est un appendice de l'UQAM, mais ce n'est pas le cas. D'autres universités travaillent aussi avec le campus. Je vous dirais aussi que finalement, que le campus, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais le campus arrive dans l'écosystème de la transition à Montréal à un moment stratégique, au moment où on a besoin de ces acteurs intermédiaires qui rassemblent les groupes locaux, qui aussi font le lien, parce que c'est un peu une façon de voir les transformations sociales depuis, disons, la transition comme concept, comme discours arrive autour des années 2014-2015, vraiment, là, à Montréal. Et là, ben, les acteurs de l'économie sociale, les acteurs du monde communautaire, donc, vont devoir un petit peu se positionner. Même les financements commencent à parler de transition écologique. Ce sont beaucoup des organismes qui sont dépendants de demandes de financement année après année pour fonctionner. Alors, ça force le monde communautaire, ça force même un petit peu le monde de l'économie sociale, qui est très important au Québec et à Montréal, à se faire une tête sur la transition écologique. Alors, il y a quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain menu là, de choix de concepts de la transition juste en est un autre. Les centrales syndicales étaient déjà en train de développer cette idée, mais quel est le lien entre la transition juste et les initiatives locales? Donc, c'est le genre de médiation qu'on avait besoin, si on veut, pour expliquer le concept de transition écologique et puis partager les expériences et tout ça. Et ça arrive au moment aussi où d'autres acteurs vont émerger, d'autres réseaux, on dit plus réseau aujourd'hui, on dit des alliances. Je sais pas pourquoi, mais ce sont des alliances sur la transition écologique. Donc à Montréal, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher le Transition en commun, donc qui est une alliance de plusieurs groupes qui en fait est une tentative d'allier le milieu de la transition écologique avec le milieu de l'économie sociale, le milieu justement du monde communautaire là, qui intervient auprès des populations plus marginalisées, souvent dans une perspective d'améliorer aussi la question de la justice ou d'enrichir, disons, la réflexion puis les projets qui existent déjà sur la justice sociale
dans le mouvement de la transition. C'est toujours, c'est pas toujours peut-être, mais c'est souvent un point d'interrogation. On fait des travaux qui nous permettent de verdir les quartiers, de créer de nouvelles initiatives, des monnaies locales, etc. Mais c'est souvent dans des quartiers, je vais réutiliser le terme bobo qui a été mentionné tout à l'heure, mais bon, des quartiers relativement blancs et aisés, mais d'anciens quartiers populaires qui ont été gentrifiés. Et on reproche des fois aux initiatives de transition de contribuer à la gentrification. Donc, il y avait ce besoin là, d'élargir le spectre des acteurs de la transition écologique et d'accueillir justement les acteurs qui plus traditionnellement travaillent sur l'exclusion, la marginalité, la pauvreté, etc. Alors, voilà où nous en sommes. Ah oui, il y a un autre type d'acteur important aussi là qu'il faut mentionner, c'est le milieu artistique et culturel. Nous, on a travaillé avec un autre organisme qui s'appelle Solon à Montréal sur un récit de la transition écologique. Alors, on a fait, c'est un projet de recherche participative qui a duré 2-3 ans. On a fait ce récit, il est en ligne sur le site de la chaire de la chaire sur la transition écologique, si ça vous intéresse, avec le guide méthodologique qu'on a produit là, suite à cette expérimentation. Et l'idée, c'était aussi que ce récit de la transition soit utilisé par les artistes, qu'ils servent d'inspiration pour générer du théâtre, des jeux, des performances artistiques. Donc, c'est une forme de transfert des connaissances, si on veut, qu'on essayait de mettre en place. Et puis, c'est un peu sur cet élan où la réflexion sur le rôle de la culture et du monde artistique a commencé à devenir un point important là, dans ce projet de campus de la transition. Donc, le campus aujourd'hui offre des résidences d'artistes. Les artistes doivent finalement travailler sur des enjeux liés à la transition écologique, mais il y a des résidences, il y a ces bourses pour les étudiants en stage. Donc voilà, je pense que je suis en train de dresser le portrait. Un portrait assez général. Peut-être qu'on pourra parler plus spécifiquement dans la discussion. Mais je vais conclure peut-être en donnant d'autres exemples là, de ces stages et de ces projets de recherche qui ont lieu sur le campus. Bon, il y a des projets sur l'agriculture urbaine, il y a des projets d'horticulture aussi. Il y a une roseraie sur l'île Sainte-Hélène qui était une fierté. Là, c'était là où on prenait les photos de diplomates. Quand les diplomates, des personnages importants venaient à Montréal, on allait à la roseraie prendre les photos à l'époque. Alors, ils sont en train de retaper la roseraie, d'utiliser les carrés de jardinage qui sont aménagés pour améliorer le concept, plus de biodiversité, faire des expérimentations culturelles, etc. Il y a la forêt urbaine. Alors, c'est un très grand parc et il y a une forêt de micocouliers qui est assez unique. Il n'y en existe plus beaucoup de ces micocouliers. C'est un arbre qui est souvent planté en ville, mais des peuplements là, spontanés, il n'en existe presque plus. Alors, il y a ça. Il y a eu les Floralies internationales à Montréal au début des années 80. Donc, il y a plein de jardins qui ont vieilli, qui ont une quarantaine d'années, même un peu plus aujourd'hui. Donc, la forêt urbaine, en fait, c'est un terrain extraordinaire pour étudier la forêt urbaine. Il y a des projets là-dessus. La nordicité aussi, donc, est peut-être plus une question symbolique d'identité, justement, des savoirs, etc., avec beaucoup de projets culturels liés à ça. La présence du fleuve Saint-Laurent, qui est un élément central de l'identité montréalaise. L'art et la culture, bon, etc., etc. Ce que j'ai écrit ici, ah oui, c'est ça. Bon, il y a des défis, puis il y a des choses qui aujourd'hui, peut-être avec un peu de recul aussi, nous semblent... des fois, il y a des choses où on ne sait pas trop où on s'en va avec ça. La perspective est en train d'évoluer sur la question des savoirs, justement. C'est un terme qui est très large. Alors, quand on se rassemble dans différents comités, là, pas seulement avec le campus, c'est vrai aussi pour l'Alliance Tech dont j'ai un peu parlé. Donc, il y a des comités sur les savoirs où on trouve des profs d'université, mais là, on essaie d'intégrer d'autres savoirs, donc les savoirs
pratiques, les savoirs citoyens, les savoirs de toutes les organisations qui participent à ces alliances. On veut reconnaître d'une certaine façon la pertinence de ces savoirs-là pour la transition écologique et on pose la question, quels sont les savoirs nécessaires à la transition écologique? Et ça peut paraître finalement une bonne idée, ça en est une sans doute, excepté qu'on tourne vite en rond. On se retrouve rapidement à s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire un savoir. Puis là, on est dans cette dynamique un peu de remise en question. Il y a, je pourrais développer un peu, mais la perspective décoloniale aujourd'hui nous amène beaucoup de remise en question sur qu'est-ce qu'une connaissance vraie ou qu'est-ce qu'une connaissance scientifique, les rapports de pouvoir entre les types de connaissances, les épistémologies ou les ontologies. Là, on a une sorte d'échelle assez abstraite et assez large là, de ce qu'on pourrait entendre par des savoirs, mais traditionnellement, dans les initiatives de transition, les savoirs réfèrent aussi à des savoirs très pratiques. Donc, disons, réactualiser les savoirs horticoles, agricoles, etc., la réparation des machines, toutes sortes de choses comme ça. Alors là, il y a quand même une marge là entre les ontologies et la réparation d'une voiture ou d'un vélo. Bon, alors qu'est-ce qu'un savoir et qu'est-ce qu'on entend par là? On est encore un petit peu dans le vague relativement à cette chose-là. Puis je dirais que des fois, les universitaires qui arrivent avec des savoirs universitaires et avec une certaine légitimité, ben cette légitimité, elle peut facilement être considérée comme une forme de pouvoir aussi par d'autres acteurs. Alors, ça remet beaucoup en question le statut des uns et des autres, là, le positionnement social de chaque acteur là-dedans. Alors, c'est pas exempt, je dirais pas de conflit, mais de certaines tensions ou en tout cas d'interprétations un peu différentes de ce que peuvent être des savoirs. Donc, ça, c'en est un des défis, je dirais. Un autre, ça pourrait être la localisation du campus de la transition, qui est pas loin de la ville, hein, si je vous le disais, c'est une station de métro. Mais bon, c'est une ligne de métro qu'on n'utilise pas souvent. Et c'est pas en pleine ville, alors qu'on veut attirer la participation citoyenne, on veut faire venir les citoyens qui viendraient apprendre sur la transition, sur les différents projets, etc., qui sont menés là. On dit souvent, ouais, on arrive au campus et on dit, ouais, c'est loin, hein, il faut marcher quand même, on sort du métro, il faut traverser le parc pour se rendre au fort de l'île. Donc, c'est ça, c'est un enjeu, disons, la distance. Dans un milieu urbain, on parle de transition urbaine, mais finalement, on doit un petit peu s'éloigner finalement pour aller participer aux activités du campus. Donc ça, c'est un autre enjeu. Puis évidemment, là, l'aspect l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui va peut-être m'empêcher de donner trop de détails, mais la relation entre un OBNL idéaliste qui a sa propre complexité dans son ensemble son réseau de partenaires, etc., et tout ce que je viens de raconter, et de l'autre côté, un organisme de la Ville de Montréal avec un CA très formel, avec son plan stratégique, avec les aléas politiques aussi. On a une mairesse, on va dire plutôt de gauche à Montréal, Valérie Plante, avec une équipe, un parti qui est quand même, on devrait dire, très pro de transition écologique. La preuve, c'est que l'Alliance Transition en commun, c'est aussi une alliance avec la Ville de Montréal et la numéro 2 de la Ville, qui était présidente du conseil exécutif de la Ville, siégeait comme coprésidente du conseil de tech, donc de l'Alliance Transition en commun. Et là est arrivé encore un scandale de compte de dépenses, je vous épargne les détails, mais quelque chose qui se passe à la Ville de Montréal, un peu ébranlé tout le milieu de la transition parce qu'un acteur important a été, disons, a été dénoncé dans les médias, dans l'espace public, etc. Donc, il y a cet aspect-là, et par la suite, plus personne ne veut prendre de risques, hein, les élections s'en viennent, etc. Alors là, la relation, elle est parfois un petit peu plus difficile avec les instances municipales, et c'est vrai pour plus largement que pour le campus et la Société du Parc Jean-Drapeau. J'ai moi-même, ma chaire, elle est financée par deux organismes de la Ville de Montréal, la Ville-Centre et par un arrondissement.
Alors, on voit des fois un petit peu cet aspect. Les gens deviennent un peu plus frileux à l'approche des élections et quand il y a des événements un peu politiques qui viennent entacher, disons, la réputation du parti au pouvoir ou de ce mouvement de la transition. Alors, ça fait le tour. Je pense que j'ai amplement dépassé mon temps de parole, mais je serais bien content d'en discuter avec vous. Merci.